Dans cette formation, nous allons voir comment créer un modèle de facturation client complètement automatisé avec Excel, à partir du modèle que vous avez sous les yeux et que vous pouvez télécharger en suivant le lien qui est donné dans le descriptif de la vidéo. Le principe est que l'utilisateur, pour facturer un client, saisisse un code article qui va récupérer la désignation et le prix unitaire. L'utilisateur saisit alors la quantité achetée, le montant hors taxe doit se mettre à jour tout seul, le total hors taxe de la facture doit se calculer automatiquement, ainsi que le montant TTC selon la TVA qui est indiqué dans ce même tableau. Pour ce faire, vous remarquez que ce classeur comporte deux feuilles. Dans la seconde feuille, il y a une sorte de référencier qui comporte tous les codes articles du magasin. Alors volontairement, on a réduit le tableau avec, en même temps que le code article, les désignations des articles et les prix unitaires. Alors, avant de faire les calculs, on a besoin d'un peu de contenu pour pouvoir simuler. Donc on va récupérer par copier-coller quelques informations que l'on va placer dans la facture, comme ceci. La seule chose, c'est que lorsqu'on copie et qu'on colle des informations, eh bien on transporte aussi la mise en forme. Ce n'est pas grave. Avec la balise active, on va indiquer à Excel qu'on ne veut que les valeurs. Voilà, on fait la même chose avec les prix unitaires. Alors ici, juste une petite correction, il y a un calcul qui est encore posé, ce n'est pas très grave, voilà. On va récupérer donc les trois premiers prix unitaires par copier, et puis on va les positionner par coller dans les cellules correspondantes. On ne récupère que les valeurs. Voilà. Maintenant que nous avons récupéré quelques données pour pouvoir commencer à poser des calculs de notre facturation, nous allons commencer ces calculs. Préalablement, nous allons indiquer bien sûr des quantités parce que pour calculer un montant hors taxe par article acheté, il nous faut les quantités puisque le calcul du montant hors taxe, c'est la multiplication du prix unitaire de l'article par la quantité achetée. Pour poser le calcul sur l'ensemble de la plage de cellules concernées, nous présélectionnons toutes les cellules. Par défaut dans Excel, dans une plage présélectionnée, la première cellule est active. Nous en profitons, nous débutons le calcul par égal, nous cliquons sur la première cellule de prix unitaire que nous multiplions avec l'étoile du pavé numérique par la quantité. Pour répercuter ce calcul sur l'ensemble de la plage présélectionnée, au clavier vous faites CTRL-Entrée. Et vous voyez que, du coup, les montants hors taxe se mettent à jour tout seuls. D'ailleurs, pour bien montrer qu'ils sont tous prévus sur l'ensemble de la colonne, nous allons récupérer une autre référence par copier, comme ceci, juste les valeurs. Nous avons besoin de son prix unitaire, donc nous le copions, et nous le récupérons par coller, juste les valeurs, toujours pareil, toujours pas de calcul, puisqu'il n'y a pas de quantité, nous indiquons une quantité, le montant hors taxe se met bien à jour automatiquement, c'est parfait. On va maintenant s'occuper de la partie basse de la facture, puisque nous avons besoin d'indiquer quel est le total hors taxe de cette facturation. Donc c'est une somme, la somme des montants hors taxe par article. Nous présélectionnons la cellule du calcul. Au clavier, parmi les innombrables possibilités pour la somme, je vous propose Alt égal, qui déclenche la somme automatique. Et vous voyez que la proposition d'Excel n'est pas forcément la bonne à cause de ces cellules vides intercalées. Donc avant de valider, nous resélectionnons les cellules à sommer pour indiquer à Excel exactement les bornes. Nous validons de nouveau ce calcul par CTRL-Entrée, nous obtenons bien la somme, c'est tout à fait logique, pas de souci. Et nous devons maintenant calculer le montant TTC. Le montant TTC, c'est tout simplement le montant hors taxe auquel nous ajoutons la part de pourcentage due à la TVA sur ce même montant hors taxe. Littéralement, ça veut dire le montant hors taxe plus le montant hors taxe multiplié par la TVA. Si on factorise, ça donne quoi? Ça donne égal le montant hors taxe multiplié par, entre parenthèses, 1 plus la TVA. Comme ceci, c'est exactement la même chose. Nous validons par CTRL-Entrée et nous obtenons bien un montant TTC supérieur au montant hors taxe, ce qui est logique. D'ailleurs, par rapport à la part de pourcentage, 20%, on a bien 800 euros de plus, donc c'est tout à fait fonctionnel. Et pour bien constater que tout est dynamique, parmi les calculs que nous avons posés, nous allons de nouveau simuler en récupérant une nouvelle référence, par exemple la dernière, encore par copier-coller, toujours selon le même schéma, en récupérant que les valeurs.
bien sûr sans oublier le prix unitaire, auquel il faut greffer une quantité pour que le calcul soit fonctionnel. Donc nous constatons avec la quantité que le montant hors taxe se met bien à jour dans la colonne montant hors taxe, et comme vous le remarquez, le total hors taxe ainsi que le total TTC se sont bien mis à jour instantanément aussi. Petit à petit, donc, notre modèle de facturation devient tout à fait intéressant, fonctionnel, mais on a encore du travail. Pourquoi? Parce que si vous souhaitez livrer ce modèle à des utilisateurs lambda, il faut bien qu'ils sachent qu'ils n'ont le droit de saisir que dans la colonne article et dans la colonne quantité. Tout le reste, normalement, doit être rapatrié automatiquement, c'est-à-dire que les calculs se font tout seuls, et il faudrait que la désignation et le prix unitaire s'affichent en fonction du code article saisi. Donc, on va commencer par supprimer les saisies que nous avons faites. Ici, en l'occurrence, il n'y a pas de calcul, ce ne sont que des saisies, du coup, tous les montants hors taxe se remettent à zéro. Ce que nous souhaiterions, c'est que dans la colonne code article, l'utilisateur puisse choisir le code article par le biais d'une liste déroulante pour simuler un petit peu ces lecteurs code à barre, ou vous savez, comme dans les supermarchés, les scans. Voilà, des codes à barre articles. Pour poser une liste déroulante, en fait, ce qu'il faut faire, c'est présélectionner la colonne code article, et dans l'onglet données, vous devez activer le bouton validation de données. Et dans cette liste autorisée, en fait, vous ne devez pas tout autoriser, vous devez autoriser une liste pour que ça devienne une liste déroulante. Et vous devez indiquer quelle est cette liste. Pour indiquer quelle est cette liste, vous cliquez dans la zone source, et ensuite vous activez la feuille article, et vous allez sélectionner directement les références du référentiel d'article. Lorsque vous validez, de retour sur la facturation, vous remarquez que votre liste déroulante est bien présente et vous permet de choisir parmi les références d'articles. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de pouvoir rapatrier les désignations et les prix unitaires en fonction du code article. Comme ça, pour l'utilisateur, c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus rapide, d'autant que nous l'avons dans le référencier des codes articles. Ce qui permet de faire ça, c'est la fonction recherche V d'Excel. C'est une fonction qui permet de rechercher un code article, par exemple, dans un tableau à définir, et de renvoyer l'information correspondante selon son numéro de colonne. Littéralement, la fonction s'écrit comme ceci. Alors, préalablement, nous présélectionnons toute la plage de cellules concernées, égale recherche V, et vous remarquez que lorsque vous ouvrez la parenthèse, Excel vous demande quelle est la valeur cherchée pour récupérer la désignation. Eh bien, la valeur qui nous permet de la récupérer, c'est le code article. Donc, nous le cliquons. Point virgule, à quel endroit? Table matrice. Eh bien, dans le tableau. Et là, on sélectionne tout sans se poser de questions. On va lui indiquer, en terminant en place dans la barre de formule, la formule, que ce que nous souhaitons en retour, c'est la désignation, numéro index colonne, c'est-à-dire la colonne 2 du tableau par rapport à la sélection. 2. Point virgule, ici, on va terminer par le mot-clé faux. Alors le mot-clé faux, ça permet tout simplement de dire à Excel que s'il ne trouve pas cette référence, il ne doit pas essayer de s'en rapprocher. Ce serait dangereux, puisqu'en l'occurrence, un code article est unique. Donc il doit trouver un point, c'est tout. Alors dernière précision, ça c'est très important, ici, on aurait pu le faire au moment où on a sélectionné le tableau, mais là on récupère directement la plage du cellule du tableau par les deux points. On va enfoncer la touche F4 du clavier de manière à ce que vous voyez, il y ait des dollars qui interviennent de part et d'autre de la plage de cellules du tableau. Ça, c'est tout simplement parce qu'on va répliquer la formule sur l'ensemble de la plage de cellules et on ne souhaite pas qu'Excel, en la répliquant, décale les références du tableau. Ça veut dire qu'il recherche toujours dans les mêmes bornes. Maintenant que c'est fait, on peut valider la formule par contrôle-entrée. Alors, a priori, il y a des erreurs, mais en fait, ce sont des erreurs tout à fait normales. En fait, ça marche très bien. D'ailleurs, si nous choisissons ici une autre référence, vous remarquez que sa désignation est bien rapatriée. C'est impeccable. Pourquoi ici nous avons des dièses NA? Le dièse NA, ça veut dire not available, non disponible. Tout simplement parce que nous demandons, en l'occurrence ici, à Excel d'effectuer la recherche du code article dans le tableau, mais il n'y a pas de code article. Donc il dit qu'il ne trouve pas forcément. Donc pour pallier le problème, il faut adapter la formule, ça devient un petit peu plus compliqué, mais c'est là toute la puissance d'Excel, avec une fonction qui permet de tester un critère, la fonction si, pour dire, s'il y a un code article à rechercher, alors on va le rechercher, sinon, on va rien faire. Illustration,
pour l'adapter, il suffit, dans la formule, de commencer par la fonction si et de dire voilà, si, entre parenthèses, cette cellule est vide, égale guillemets guillemets. À ce moment-là, point virgule, nous ne faisons rien, guillemets guillemets. Sinon, sous-entendu, il y a bien une référence à chercher, nous faisons la recherche V. À l'issue, à la fin de la formule, n'oubliez pas de fermer une deuxième parenthèse, puisque du coup, la fonction si englobe la fonction recherche V. Et nous répliquons ce calcul par contrôle entrée. Et vous remarquez que d'un seul coup, la feuille redevient propre et reste fonctionnelle. Illustration, nous choisissons un article et vous remarquez que, voilà, la désignation est rapatriée. Eh bien, nous n'avons plus qu'à répliquer pour la colonne préunitaire, c'est pratiquement le même calcul. La seule chose qui change, c'est le numéro de colonne de retour, puisque le préunitaire, en l'occurrence, est dans la 3e colonne. Pour tout le reste, c'est pareil. Donc, on va copier cette formule, on va présélectionner la plage de cellules des préunitaires, on va rentrer en mode formule, et dans la barre de formule, pour pas prendre de risque, on va la coller comme ceci, en modifiant le numéro de retour de la colonne CE3, et on va faire CTRL entrée pour la répliquer sur l'ensemble de la colonne. Alors là aussi, première remarque, a priori il y a des erreurs, mais vous allez voir, ce n'est pas grave du tout. Et en tout cas, les préunitaires semblent bien rapatriés. Donc, si on fait un petit essai ici, on prend l'article B009, on récupère bien sa désignation ainsi que son préunitaire. Ça, c'est pas mal du tout. Alors pourquoi ici il n'y a aucun montant hors taxe et ici il y a un message d'erreur? Pas de montant hors taxe puisque le montant hors taxe pour le calcul attend les quantités. Donc on va saisir des quantités. Vous voyez que les montants hors taxe se mettent à jour instantanément. Forcément, il en va de même pour les calculs du bas du tableau. Ici, le message d'erreur valeur vient du fait que nous avons modifié le contenu des cellules, désignation et préunitaire. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y avait rien à rechercher, nous les avons remplis par du vide, guillemets, guillemets. Le vide, c'est du texte. Le texte ne peut pas être inclus dans un calcul. Or, par défaut, nous faisions la multiplication. Même chose, même astuce, et la fonction si est vraiment précieuse et puissante, nous allons l'utiliser pour lui dire, bah voilà, s'il n'y a pas de prix unitaire, c'est qu'il n'y a pas de calcul à faire. Sinon, tu peux faire le calcul, c'est qu'il y a bien un prix unitaire à calculer. Si la cellule du prix unitaire est vide, égale guillemets guillemets, à ce moment-là, nous ne faisons rien, comme tout à l'heure. Sinon, nous faisons bien le calcul du montant hors taxe, et nous répercutons le calcul par contrôle entrée, puisque nous avions bien présélectionné la plage de cellules. À ce stade, la facturation commence à devenir un modèle professionnel très sérieux, très intéressant, et en plus automatisé. Je choisis de nouveau une référence, comme un scan du code article, je récupère bien sa désignation, son préunitaire, c'est très confortable. Je saisis la quantité achetée par l'utilisateur, j'ai bien le montant hors taxe en fin de ligne, toutes les données qui se mettent à jour en bas de tableau, donc jusque-là, on peut dire c'est quasi parfait. Mais pour parfaire ce modèle, si de nombreux utilisateurs interviennent sur la feuille facturation, et même si c'est vous qui vous en occupez, il faut un minimum le sécuriser. Ça veut dire que les seuls endroits où l'utilisateur doit pouvoir intervenir, c'est la colonne code article et la colonne quantité. Tout le reste, ce sont des formules. Donc il faut les protéger, parce que si vous tapez dedans par erreur, vous allez les supprimer et casser le modèle. En fait, nous pouvons protéger une feuille Excel. Mais ce que vous allez constater, et c'est une notion un peu intrigante, alors là nous récupérons une feuille vierge, c'est que par défaut, dans Excel, toutes les cellules sont verrouillées. Sauf que cet état ne prend effet que lorsque vous protégez la feuille. Si vous activez d'ailleurs le ruban révision et que vous cliquez sur protéger la feuille, on va faire OK, on reviendra sur quelques petites remarques ensuite. Vous remarquez que quel que soit l'endroit désormais, j'essaie de saisir dans désignation, Excel n'est pas d'accord, dans code article, Excel n'est pas d'accord. Alors là, c'est un peu dommage parce qu'en l'occurrence, les endroits où on souhaite que l'utilisateur puisse saisir, c'est le code article et la quantité. Tout le reste doit être protégé. Alors effectivement, là, par défaut, tout est protégé. Comme je vous le disais, pourquoi? Eh bien parce que par défaut, toutes les cellules sont verrouillées. Quand on protège la feuille, toutes les cellules se verrouillent effectivement. Ça veut dire que avant de protéger la feuille, pour que votre modèle soit parfait, il faut déverrouiller les cellules dans lesquelles l'utilisateur aura le droit de continuer de saisir, en l'occurrence, la colonne quantité et la colonne code article, ou l'inverse, dans l'énumération que j'ai faite.
on les présélectionne et on va les modifier ce réglage. Ruban accueil, et là vous allez cliquer sur la flèche du bouton format, et tout en bas vous choisissez format de cellule. Dans la boîte de dialogue, vous activez l'onglet protection, et comme je vous le disais, par défaut, les cellules Excel sont toutes verrouillées. Donc pour ces deux plages de cellules, nous déverrouillons, et nous cliquons sur OK. Nous n'avons pas touché aux autres, ce qui signifie que toutes les cellules qui portent des calculs sont toujours verrouillées. Du coup, maintenant, nous pouvons protéger la feuille. Nous allons voir ce que ça donne. Protéger la feuille. Vous remarquez donc dans cette boîte de dialogue que vous pouvez ajouter un mot de passe pour le fournir aux utilisateurs administrateurs de confiance, et qu'il y a même d'autres options que vous pouvez protéger, comme par exemple les formats de cellules, ça veut dire les couleurs, les bordures, etc. On va se cantonner dans notre cas à la saisie, ça ira très bien, pour faire les premiers constats. Je suis dans ma colonne code article, je suis l'utilisateur, je facture à un client. Je choisis un code. Pas de souci, la désignation et le préunitaire s'importent. Tiens, je vais faire une modification sur la désignation. J'essaie de saisir, non, Excel m'en empêche. C'est parfait. Heureusement, il y a une formule, puisque la désignation est rapatriée du code article par la recherche V. La colonne quantité, c'est normal, je dois pouvoir saisir. Le client en achète 2. Oui, pas de souci, je peux saisir. Donc du coup, le montant hors taxe se calcule tout seul. Tiens, je vais faire une modification dessus. J'essaie de saisir. Ah non, pas possible. Donc c'est parfait, c'est protégé. Et vous voyez que il en va de même pour tous les autres calculs. Donc voilà un modèle qui est vraiment très intéressant, parce que du coup, vous avez conçu un modèle de facturation que vous ne risquez plus d'endommager, sur lequel vous ne risquez plus de supprimer les formules. Seules les colonnes que vous avez prédéfinies sont libres à la saisie. Et si vous voulez vraiment pousser à l'extrême, on va dire pour une exploitation professionnelle ce modèle de facturation, vous devez en créer un modèle, de manière à ce que à chaque nouvelle facturation, vous n'ayez plus qu'à désigner ce modèle pour ouvrir une copie de cette facturation prête à l'emploi. Comment fait-on? Eh bien, maintenant que la feuille est protégée, on va commencer par vider le modèle que nous souhaitons créer de ces saisies. Donc, on va enlever la quantité et on va enlever le code article. Et comme tout le reste se calcule en fonction de ces données, la feuille est vierge. Pour enregistrer le modèle, vous passez par Fichier, puis vous cliquez sur Enregistrer sous, et ensuite sur Parcourir. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, la première chose à faire est de choisir non pas un classeur Excel dans la zone type, mais un modèle Excel. Et vous remarquez que du coup, Excel vous conduit directement dans le dossier de ces modèles personnalisés. Vous allez nommer ce modèle, vous voyez qu'il y en a déjà un, puisqu'on l'a déjà créé. On va lui donner un nom différent. L'intérêt est vraiment de protéger la source. Puis, on valide la création de ce modèle. Dans la foulée, on le ferme. Pourquoi? Parce qu'un modèle doit être ouvert d'une façon très précise. Il faut passer par Fichier, puis Nouveau, et par défaut, dans cet écran, Excel vous propose tous ces modèles selon des thématiques précises. Il y a, en plus de la rubrique proposée, la rubrique personnelle, c'est-à-dire vos modèles. Et vous retrouvez celui que nous venons de créer, sur lequel vous cliquez, pour obtenir une copie tout à fait fonctionnelle de votre facturation qui ne porte plus le même nom. Modèle facturation 1, ça veut dire que vous récupérez tous les attributs du modèle que vous avez créé, mais détachés du modèle. Vous ne risquez pas d'endommager le modèle. Pour preuve qu'il fonctionne parfaitement, vous choisissez une référence, vous tapez une quantité, et tout se met à jour automatiquement. Ce qui vous permet un à un d'archiver les facturations de vos clients et surtout d'éviter de reprendre une ancienne facturation déjà faite pour repartir de ce modèle-là et refaire une autre facturation. Voilà donc pour l'exemple qui permet de créer un modèle de facturation automatisé avec Excel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, ce serait très sympa de votre part.